Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tel Quel Talk, le podcast qui décrypte les enjeux socio-économiques, politiques et culturels du Maroc d'aujourd'hui et de demain. 130 milliards de dirhams, une somme colossale pour un accord qui l'est tout autant. Le 19 mai dernier, le Maroc a conclu un partenariat énergétique majeur avec les Émirats Arabes Unis, tel quel y a d'ailleurs consacré un dossier spécial dans son numéro 1135, en kiosque le 23 mai dernier. Cet accord implique deux géants, Nareva, le bras énergétique du royaume, et Taqa, l'un des poids lourds d'Abu Dhabi. À la clé, centrales solaires, éoliennes et hydrogène vert, sans oublier les stations de dessalement d'eau. Ce méga-deal est-il une avancée stratégique vers la souveraineté énergétique ou un nouveau pacte de dépendance aux capitaux du Golfe? On ouvre le débat dans cet épisode de Tel Quel Talk. Et avec nous pour en débattre, à mes côtés, Amine Bennouna, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et expert en politique énergétique. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Et en face de vous, Abdelrahim Lioumni, vous êtes économiste engagé et spécialiste des politiques publiques. Bonjour Abdelrahim. Bonjour Bouchra Al-Azhari et merci pour votre invitation. Merci à vous, merci de l'avoir accepté. Alors une question, ça sera pour vous Amine Bennouna pour commencer. Ce sont donc 3 accords qui ont été signés entre Taqa, Nareva, le fonds Mohamed VI pour l'investissement et l'ONE, l'Office de l'électricité et de l'eau potable. Nous parlons ici de ce qui est présenté comme le plus gros partenariat privé de notre histoire. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour le Maroc et pour nos politiques énergétiques? Ça ne peut pas ne pas l'être, d'abord. Oui. Faut bien dire, si cette chose-là n'existait pas, on devrait l'inventer. Bien. Ceci étant dit, ça reste quand même un memorandum of understanding, c'est-à-dire que c'est juste un accord qu'on s'est tous bien entendu, parce que l'ONE ne peut pas signer de choses comme ça. Bien. Et bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 entités qui connaissent très bien le secteur de l'eau et de l'électricité, particulièrement de renouvelables. Nareva est excellente dans le domaine de l'électricité éolienne en particulier, on connaisse un peu moins le solaire, c'est pas qu'ils connaissent pas, c'est qu'ils l'ont pas fait. Et il y a le groupe Taqa Morocco qui, lui, au Maroc, est plutôt sur le charbon et l'éolien. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de solaire sur le terrain de la part des 2 signataires. Je ne parle pas de leur maison mère. Et donc, voilà en gros où nous en sommes. L'idée est de se demander, et on se posera la question dans quelques instants, si cet accord, dans sa concrétisation, dans son évolution, pourrait booster la transition énergétique tant voulue par le Maroc. Mais d'abord, une question pour vous, Abdelrahim Lioumni. Je rappelle que vous êtes spécialiste en politique publique. Je vous repose la même question. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous, la conclusion de cet accord? Et j'aimerais peut-être aussi vous interpeller sur le timing de la conclusion de ce méga deal entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Alors, pour parler de cet accord, c'est ce que j'appelle moi un big deal, et je suis tout à fait d'accord avec Amine Bennouna sur son analyse. Et pour revenir à 2 dates ultérieures. D'abord, il faut revenir au 8 décembre 2022, où le Maroc a changé la loi sur le partenariat public-privé, sur le PPP, en insérant une nouvelle formulation de l'offre spontanée. L'offre spontanée, c'est-à-dire au lieu que ce soit le public qui va le privé, là c'est le privé qui va vers le public. C'est-à-dire là, on a des privés, on a 2 groupes, on va dire, une entité. Les 2 groupes, c'est Taqa Morocco, qui existe au Maroc depuis longtemps, plus Nareva, plus aussi donc le fonds Mohamed VI. Donc, vous avez un tour de table qui va intervenir sur une offre publique pilotée par le privé. Alors, la deuxième date, c'est la visite de Sa Majesté aux Émirats Arabes Unis en 2023, où il y avait déjà un mémorandum de principe. Mais aujourd'hui, on est sur le projet qui sera finalisé en 2030 avec un tour de table à peu près à 42,5 pour les 2, et à 15% pour le fonds Mohamed VI. Oui, c'est une révolution sur la souveraineté énergétique et industrielle du Maroc, parce que moi, pour vous rappeler, Bouchra Al-Azhari, le Maroc n'a jamais voulu faire la transition énergétique. C'est une transition énergétique pour des fins économiques, pas pour des fins écologiques. Et ça change le paradigme entre ce que nous faisons, nous, dans notre pays, et ce que les Européens ou les Occidentaux font. Une date butoir, Abdelrahim Lioumni l'a très bien rappelé, 2030. Est-ce qu'on va justement arriver à concrétiser tous les objectifs en attendant cette deadline? Il y a
quelques années, 2 ans précisément, Amine Bennouna, vous n'étiez pas très optimiste concernant notre volonté d'arriver vers notre indépendance énergétique. Vous disiez qu'atteindre cette indépendance en 2030 est un rêve qu'il faut oublier. Persiste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rêver à nouveau grâce à cet accord? Non, d'indépendance. Alors, pour 2000, vous savez, 2030, dans l'échelle on parle de quelque chose qui est du niveau de l'État, et c'est quelque chose qui a une inertie énorme. En 5 ans, on ne peut pas passer je crois que c'est 12,5% d'indépendance énergétique en 2024 à 100% en 2025, en 2030. Il faut absolument oublier ça. Par contre, il y a un chemin par lequel il faut passer, et 2030, ce sera une des étapes. Voilà. Et vous avez raison de parler de dépendance énergétique comme Abdelghani a dit, nous faisons ça pour des raisons d'indépendance et non pas forcément pour des raisons d'environnement. Je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que toute l'Afrique ne pèse que 4% des émissions de gaz à effet de serre, et le Maroc, lui, ne pèse que 0,16%. Donc même si on devait arrêter aujourd'hui, demain, notre impact sur le réchauffement climatique serait absolument négligeable. Donc, voilà pour l'essentiel. Donc, l'indépendance énergétique en 2030, on n'y est pas. Non, on n'y est pas du tout. On n'y est toujours pas. Alors, en fin de compte, on peut se demander aussi à Abdelghani Elioumi si ce méga deal, quelque part, c'est la question qui fâche. Il faut se la poser. Est-ce qu'il ne signe pas l'échec de la stratégie nationale d'autosuffisance énergétique initiée, on le rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années? Écoutez, c'est le problème de toutes les nations. C'est pas que le problème du Maroc de faire la transition énergétique et d'arriver à une souveraineté énergétique. C'est pas un problème propre au Maroc. Vous savez, dès le départ de la guerre Ukraine-Russie, il y a des pays qui ont vu leur commerce extérieur devenir déficitaire de plusieurs centaines de milliards d'euros. Et je parle du cas de la France, par exemple. On avait 40 milliards de dirhams de déficit qui dépendaient de l'énergie. Alors, pour le cas du Maroc, l'énergie, elle pèse pour 20% sur une moyenne de 10 ans sur le déficit commercial du Maroc. C'est énorme. On a à peu près 307 milliards de dirhams de déficit, multiplié par 20%. Donc, c'est énorme. Donc, nous, si on arrive à réduire, pas seulement pour la souveraineté, il faut réduire notre dépendance d'abord des turbulences géopolitiques sur l'énergie. Donc, cette décision du Maroc, moi, je la trouve salutaire. Pour moi, c'est un Big Bang. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Amine Bennouna quand il dit c'est pas 2030. Oui, ça peut être 2035, mais aujourd'hui, je pense qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'on veut transformer à la fois nos campagnes, on a besoin d'eau, et on veut transformer notre industrie, on a besoin d'électricité. Alors, si on arrive à produire de l'électricité à partir de renouvelables, et si on peut faire du dessalement d'eau de mer pour des fins agricoles, pour produire, parce que face à nous, il y a l'Europe qui nous fait sous-traiter son agriculture, puisqu'on exporte des fruits et légumes, il y a de l'eau dedans, donc il faut le produire. Et deuxièmement, il nous fait sous-traiter aussi son industrie automobile. Et là aussi, on arrivera peut-être à la voiture électrique, et il faut qu'on ait un coût de production plus bas et un coût énergétique bas. Oui, moi je trouve que c'est très salutaire ce qui se fait au Maroc. Ça me rappelle ce qu'on a fait au début des années 2000, du règne de Mohamed VI, quand on a privatisé Maroc Télécom et la naissance de Minitel, ce qui a fait donc des autoroutes de télécommunications. Donc moi je trouve que c'est très salutaire ce qui est en train de se faire actuellement. La ministre de la Transition énergétique, Laïla Ben Ali, qui reconnaît elle-même qu'on a emprunté beaucoup trop tard peut-être le virage de la transition énergétique. Elle a dit récemment au Parlement qu'il aurait fallu peut-être lancer cette stratégie il y a au moins 2 décennies. Amine Bennouna, vous souhaitez réagir? Oui, alors moi j'ai un petit peu décortiqué ce qu'on nous a annoncé, mais avec le prisme, avec la loupe du PPP tel qu'il existait en termes de demande et non pas d'offre, parce que là on est dans une offre spontanée, mais alors parce que il va falloir la gérer cette offre spontanée et savoir quoi en faire. Alors il y a déjà, j'ai catégorisé ça autrement. J'ai pris d'abord ce que j'ai appelé les projets d'initiative indépendante qui ne dépendent donc pas, c'est une décision d'investissement propre à ce consortium. C'est le parc éolien qu'ils envisagent de mettre entre Boujdour et Tarfaya, dans lequel ils vont implanter un parc éolien et vendre l'électricité dans le cadre de la loi 1309 aux grands industriels qui sont clients sur la haute et la très haute tension. Bien, ça,
Ça, il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir le faire. Ça va pouvoir même être un moyen de roder le consortium. C'est une bonne. Alors, il y a les projets qui passeront sans doute, selon moi, par voie d'appel d'offres, parce qu'il est difficile qu'une entité telle que les entités publiques, les EEP, aujourd'hui fasse ce grand saut de concéder directement ça. Alors, ceux qui passeront certainement par bout, c'est-à-dire par des build, own, operate, transfer, c'est-à-dire dans lesquels c'est le privé qui investit et qui vend le produit de ce pourquoi il a investi, et il a signé un contrat pendant 10, 20 ou 30 ans. Et puis voilà. Alors les produits par bout, ce sera sans doute le dessalement d'eau de mer, parce qu'il y a un antécédent. Parce qu'il y a un antécédent, celui de Casablanca. Il n'y a pas de raison que les autres se fassent autrement. Et puis le problème, c'est que dans le dessalement, il y a beaucoup aussi d'autres, de très gros poissons qui vont venir dire et pourquoi pas nous. Moi, j'ai 2 questions précisément par rapport à ces usines, à ces stations de dessalement de mer. Alors, on me dit qu'elles posent déjà un problème écologique. Vous me direz si ça se tient. Et puis, surtout, est-ce que ça peut nous prémunir justement de la sécheresse chronique que nous connaissons au Maroc? Est-ce que c'est la solution à tous les problèmes, ces stations de dessalement d'eau de mer? Oui. Alors, les problèmes écologiques que pose, vous savez, il y a des stations de dessalement d'eau de mer dans des détroits très étroits au Moyen, dans les pays du Golfe, absolument. Et il ne pose pas de problème majeur à ce point-là. Nous, les plus grosses stations de dessalement seront sur un océan, non pas même pas sur un détroit, ni sur une mer, mais sur un océan. Alors, bien sûr, à l'endroit où on rejette, parce que, en gros, si vous voulez, quand vous prenez de l'eau salée dans la mer, en gros, vous récupérez un gros tiers d'eau douce et puis 2 tiers d'eau très salée que vous êtes obligé, qui n'est pas polluée, qui est juste plus salée que l'autre. Et lorsque vous la rejetez à l'endroit où vous la rejetez, vous avez un excédent de sel. Ce qui fait que la faune à cet endroit-là, elle est un peu perturbée toute la faune et la flore est complètement perturbée. Mais quand on est dans un océan, tout de suite, ça se dilue et la problématique est bien moindre. Donc la situation géographique au Maroc permet justement l'installation de ces stations de dessalement. Il y a quelques stations qui sont prévues sur la Méditerranée, mais il n'y en a pas beaucoup, elles sont pas très grandes, donc ça ne devrait pas poser de problème environnemental. Et puis ma deuxième question, Amine Bennouna, est-ce que ça nous... pardonnez-moi, je vous coupe dans votre raisonnement, mais on aimerait juste comprendre si ça nous prémunit complètement contre cette sécheresse chronique qui déstabilise notre économie. Complètement non. Il va falloir faire un peu d'austérité sur l'utilisation de l'eau, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il faut se rappeler que l'eau de l'agriculture, c'est 85% et l'adduction eau potable et industrielle, c'est 15%. Donc, il va falloir un petit peu serrer la ceinture, mais au moins, c'est la seule solution que nous avons pour ne pas avoir de coupure. Il faut quand même rappeler, tous les Marocains ne le savent pas, que la ville de Bni Mellal a été sujette à des coupures d'eau à quart de temps ou moitié du temps. Il y a beaucoup quand même de villes de moyenne importance qui ont été peu approvisionnées en eau durant cette dernière sécheresse, sans parler du fait que en fait, c'est Marrakech qui a pratiquement asséché le barrage de Messira parce que il y a eu 2 méga-conduites qui ont été amenées à Marrakech pour compléter l'apport en eau par le nord, parce que l'apport par le sud était insuffisant. Et s'il n'y avait pas eu cet apport qui avait été fait juste au mois de juin, Marrakech aurait eu des coupures d'eau. Donc, c'est pas que les villes de taille moyenne, mais c'est même les grandes villes. Donc, déjà, sécuriser, c'est pour sûr, le dessalement d'eau de mer, ça va sécuriser à 100% l'approvisionnement des grandes villes. Alors, il y a la dimension hydrique. Et puis la dimension électrique aussi, avec cette immense autoroute que l'on nous annonce de 1400 km entre Casablanca et Dakhla. Exactement. La faisabilité de ce projet, Abdelghani Lyoumi, le regard que vous portez également sur... Il est faisable, parce que c'est un tripartite, hein. C'est entre la France. D'ailleurs, la visite d'Emmanuel Macron, il y a eu la signature d'un projet d'accord. Après le financement, il faut savoir aujourd'hui que les Émirats Arabes Unis arrivent avec le financement, et on en a besoin, parce qu'on l'a pas. Sinon, on va devoir s'endetter avec on ne sait pas quel moyen pour rembourser la dette. Donc là, c'est pour ça qu'on va vers les PPP.
BP. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, donc Casablanca-Dakhla, 1400 km, on est sur la haute tension. Le deuxième point sur lequel vous avez parlé, c'est sur combien on va produire. Là, on prévoit 2 milliards de mètres cubes par an. C'est pas, alors, on a 1 milliard de mètres cubes à peu près sur les autoroutes de l'eau, Ouadsbou, Omarbiya, donc on va récupérer, et le deuxième milliard de mètres cubes sur le dessalement. Alors, pourquoi, dans l'accord, parce qu'il faut le regarder de très près, il y a le transfert de technologie. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont capables à la fois de financer et de faire un transfert des technologies. Peut-être que le géant Veolia arrivera, c'est le géant mondial, là, donc c'est 108 pays à peu près dans le monde et plusieurs milliards de mètres cubes qu'il produit par an. Donc nous avons, alors les Émirats arabes unis, c'est 3 millions de mètres cubes par jour de production. Il y a Jebel Ali et puis il y a Tawil. Il y a 2 grandes stations de dessalement et c'est Amin Bennouna l'a bien dit, on n'est pas sur un océan, on est seulement sur une partie, alors que nous avons 1 million de mètres cubes. Oui. 1 million de mètres cubes de mer sur la Méditerranée, sur l'Atlantique. La Méditerranée, c'est compliqué. Moi, je l'avoue, parce que c'est un bassin, c'est pas une vraie mer. Et en plus, elle est très polluée. Sur l'Atlantique, nous avons un large où on peut faire beaucoup de choses. Mais moi, je ne suis pas expert de la biodiversité. Oui. Maintenant, sur le problème de la sécheresse. Oui, on va le résoudre partiellement, mais moi, j'ai une réserve qui revient à ce qu'on appelle la théorie de public choice. La théorie de public choice, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, alors je vais expliquer ce que ça veut dire rapidement. Vous avez normalement, quand vous avez un accord sur le public et privé, pour créer de la richesse. Alors cette richesse, ce trafic peut détourner par des intérêts privés et peut-être, moi j'ai peur que nos agriculteurs ne deviennent pas des ouvriers chez des privés qui sont géants dans l'agriculture, c'est-à-dire vous avez votre propre terre et vous devenez ouvrier chez quelqu'un qui va construire un consortium où c'est le cas du Mexique sur beaucoup de production, sur l'avocat et sur la tomate. Moi ce que je veux que cette prospérité qu'on veut produire, qu'elle puisse profiter au monde rural marocain et qu'il n'y ait pas ce détournement de la théorie de public choice, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle toujours moi ce phénomène de prédation. Alors je ne pouvais pas rêver mieux comme perche pour la question aussi essentielle que je voulais poser dans ce débat. Certains évoquent, au lendemain de ce méga deal, on le rappelle, conclu entre le Maroc, deal énergétique entre le Maroc et les Émirats arabes unis, Amin Bennouna, certains évoquent une forme de mise sous tutelle énergétique avec une mainmise étrangère sur les infrastructures stratégiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous y voyez un danger quelque part? Non, je dirais, ma réponse est non. Nous avons l'habitude. Déjà, il y a quelque chose que tout le monde ne sait pas, c'est que je viens de regarder les chiffres de 2024. 85% de la production d'électricité du Maroc est faite par les opérateurs privés. Et sur ces 85 qui opèrent, la plupart opèrent en bout, c'est-à-dire build, own, operate, transfer, c'est-à-dire qu'ils investissent, qu'ils construisent et qu'ils nous vendent des kilowattheures d'électricité, comme ils pourront nous vendre des mètres cubes d'eau demain. Et donc, c'est quelque chose que il faut pas oublier le PIB du Maroc et les possibilités limitées du Maroc et la volonté du Maroc de ne pas non plus s'enfoncer dans un endettement excessif. Depuis que le gouvernement de 98, Abdelrahman Yousfi avait réussi à baisser la dette du Maroc à des niveaux à peu près de 2/3, ce qui est excellent. Depuis ce moment-là, nous vivons dans un niveau d'endettement qui est sympathique et vivable. Et il est hors de question que nous revenions à ce qui est arrivé à la fin des années 70, qui nous a... il faut se rappeler de Monsieur Jouahri qui disait qu'on ne trouve même pas d'argent pour payer notre blé au début des années 80. C'était grave. Donc, je voudrais revenir juste à cette affaire. Pour une fois, on va faire les rôles inversés. Oui. On a parlé de la faisabilité parfaite de la ligne HVDC aux transmissions d'électricité. Entre Casablanca la faisabilité et Dakhla, technique, oui, elle est là. Le problème, c'est la faisabilité, en fait, contractuelle. Alors, en fait, quand on fait un boot pour produire l'électricité ou de l'eau, la meilleure façon, qui est celle que finalement le Maroc a adoptée, c'est de rassurer l'investisseur en lui disant « Je vais prendre tout ce que tu es capable de me produire. Je vais prendre toute l'eau que tu vas produire, je vais prendre toute l'électricité que tu vas me produire, et comme ça, je suis certain que l'investisseur va m'assurer un prix le plus bas possible. Et
j'adosse ça avec un démarchage auprès des grands bailleurs de fonds pour leur dire, voilà, venez financer, c'est une opération PPP, mais financez-les puisque nous allons leur acheter, etc. Et donc, ce qui permet de baisser les prix. Bon, après, quand on fait ça avec le charbon, le problème, c'est que quand le charbon monte, c'est nous qui prenons les coûts, mais bon, c'est pas ça le problème. Alors, lorsqu'on va faire cette ligne, si on fait ça en bout, le problème, c'est, alors quoi, on va assurer aux gens qui vont construire cette ligne la quantité d'électricité qui va ça, c'est très difficile à réaliser concrètement, contractuellement. On peut pas leur dire, je vais vous payer pour chaque kilowattheure qui transite. Si vous voulez, c'est comme une autoroute, d'accord? C'est comme si on disait, je vais prendre quelqu'un et je ne sais pas quel va être le flux de véhicules, parce que je vais vous payer, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que pour l'instant, la réalité du réseau, pourquoi on construit cette autoroute dans le sens contraire? C'est parce que le réseau va avec des puissances qui baissent, c'est-à-dire que c'est les provinces du Sud qui recevaient de l'électricité venant du Nord. De plus en plus, les provinces du Sud sont en train de produire de plus en plus d'éoliens et ils vont produire du solaire, etc. Et les flux d'électricité vont être en sens inverse. C'est ça. Et le réseau existant ne pourra pas supporter ça. Mais si on prend un opérateur privé qui va investir dans cette ligne, il faut pouvoir l'assurer, le rassurer pour qu'il nous mette une offre raisonnable de frais de transit du kilowattheure. Or, on ne peut pas lui garantir des quantités. Comment faire pour garantir des quantités? C'est un casse-tête qui est contractuel, qui n'est pas technique. Par contre, faisable, c'est parfaitement faisable. Aldrani Youni, vous souhaitez réagir? Oui. Je vous vois agiter la main. D'abord, j'ai à peu près la même réponse que Amine sur est-ce qu'il y a un risque que des entreprises, que des privés contrôlent internationaux. Ça fait partie du deal, le PPP. Le Tangemed c'est construit dans le cadre d'un PPP. Tangemed. Donc le PPP fait partie, normalement, Amine a utilisé beaucoup de termes, le build and operate, le boot, ça, c'est des termes de PPP, c'est-à-dire c'est quel est le type de la rente, et c'est-à-dire sur l'output que je vais offrir, quel est le coût et puis sur les quantités qu'ils vont produire. Alors sur les 1400 km, c'est vrai qu'il y a un risque, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'à Dakhla, chaque jour, il y a la production d'électricité à l'aide du charbon et du pétrole, parce qu'il n'y a pas de centrale électrique. Donc, on va transporter. Il y a le port Tanger-Dakhla qui va avoir besoin. Et puis aussi, forcément, peut-être la production d'énergie sur place. Et on aura peut-être de l'électricité qui va circuler dans les deux sens. Et puis, il y a aussi la possibilité d'exporter une partie de cette électricité plus tard à des pays limitrophes, le cas de la Mauritanie, par exemple. Donc, je pense que les Émiratis sont suffisamment pertinents, suffisamment efficients dans leur modèle économique partout dans le monde. Et puis, moi, je vous dis honnêtement, Bouchra Al-Azhari, je le dis aussi à Amine, je préfère qu'on ait des investissements sur la transition énergétique économique que j'appelle et qui n'est pas écologique pour le Maroc, pour sauver nos campagnes et nos souverainetés alimentaires, pour sauver l'énergie et pour aussi, il faut pas savoir, il y a une chose très importante, c'est que les véhicules et l'agriculture avec l'européenne, notre statut avancé en dépend. Donc, il faut continuer à produire, à exporter. Et si on n'a pas d'eau, on ne pourra pas continuer à le faire. Donc, pour moi, ce deal, c'est important s'il va au bout. S'il ne va pas au bout, c'est compliqué. Mais sur Dakhla, Casablanca, les 1400 km, oui, il y a un risque. Il n'y a pas seulement un risque, c'est comment faire, comment passer de cette volonté de faire cette réalisation. D'abord, il va falloir vaincre des jalousies qui peuvent naître de la part d'autres consortiums qui peuvent dire et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Et en général, pour sortir de ces trucs de moi aussi, parce que ils vont créer un précédent, et il y a d'autres consortiums qui vont venir présenter aussi leur truc. Et le seul moyen de sortir de ça, c'est l'appel d'offres. On n'a pas inventé d'autres façons de faire. Aldrani Youni, vous souhaitez réagir? Sur l'offre spontanée, elle exclut indirectement l'appel d'offres. C'est-à-dire, vous avez une intelligence, un design des fonds, venez, proposez, on accepte. Elle exclut indirectement l'appel d'offres. Mais après, quand on a plusieurs offres spontanées, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur le mètre cube, par exemple, d'eau dessalée, le Maroc le fixe à 5,4 dirhams le mètre cube. Et donc,
Ouais. 4,5. 4,5, voilà, 4,5. Ça, c'est dans le cahier des charges. Je pense que sur le water aussi, il y aura un cahier des charges. Non. On attend moins de la part de ces nouveaux, et ils l'ont même annoncé. Exactement. Ils ont annoncé qu'ils seraient en dessous. Alors pourquoi 4,5? En fait, c'est parce que c'était la meilleure offre sur Casablanca. Oui. Voilà. C'est devenu donc une référence aujourd'hui. On sait que on peut au Maroc, ceci, cela, etc., avec toutes les données du pays, bref, toutes les contraintes locales. Sauf sur Casa, on produit avec l'hydrocarbure, pas avec le renouvelable. Alors, pardon. Voilà. Alors non. Sur Casablanca, on va compenser, compenser l'électricité consommée par la centrale de Casablanca, par de l'électricité éolienne produite à Dakhla. C'est-à-dire que la quantité d'électricité qu'il y a besoin, alors il faut faire un calcul, j'ai plus les calculs. D'où la ligne haute tension. Hein? D'où cette ligne haute tension qui ira dans les deux sens, c'est ça? Alors, pour l'instant, il n'y a pas besoin de la ligne haute tension pour ce besoin-là seulement. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas que ça. Il va y avoir beaucoup d'autres choses dans les provinces sahariennes, et après, ça ne suffira plus. C'est-à-dire que Tangemed, mais pas que, l'industrialisation de la partie nord de l'Aïon à travers les projets de l'OCP notamment, etc. Bon, on n'a pas parlé de l'OCP parce que aussi l'OCP, il y a un grand souffle qui est donné à l'eau conventionnelle du Maroc, c'est que l'OCP a décidé qu'en 2031, elle n'utilisera plus d'eau conventionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus que des eaux, alors soit dessalées, soit réutilisation d'eau usée, soit bref, toutes les eaux non conventionnelles, et ils piocheront plus ni dans les lacs, ni dans les rivières, ni dans le souterrain. Bravo. Hein. J'aimerais bien reprendre, si vous le voulez bien, messieurs, un extrait de l'éditorial signé par Yassine Mejdi, directeur de publication, dans son édito justement du numéro 1135 de Tel Quel, où il parle d'un paradoxe cruel, en fait, au lendemain de la signature de ce méga-deal. Il dit que c'est un projet présenté, je le cite, comme un acte de souveraineté industrielle, qui pourrait, dit-il, se réaliser sans nos industriels. Ça, c'est... vous êtes d'accord? C'est un vrai paradoxe à vos yeux? Parce que nous n'en avons pas, à part l'OCP, des industriels. C'est ça le problème. C'est que nous n'en avons pas. Et aujourd'hui, là, on est peut-être en train de construire un début d'une industrie énergétique sur le dessalement, sur la production de l'électricité verte, sur l'ammoniac vert aussi, dont on n'a pas parlé, l'OCP, et sur l'hydrogène vert. On est en train de créer une industrie. Maintenant, quelles sont les externalités en emploi? Ça, il faudrait se poser la question. Est-ce que ça sera suffisant pour baisser les chiffres du chômage? Deuxièmement, quelles sont les externalités sur la valeur ajoutée, sur la croissance économique? Alors, il y a des externalités positives sur notre dette parce que ça produira pas de l'endettement. Dès que vous signez un PPP, vous excluez la dette, et c'est ce que le Maroc doit continuer à faire. Mais nos industriels, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Et cette concentration du pouvoir... Par rapport au projet de l'OCP, le projet de l'OCP, il est important de faire un côté bottom-up par rapport à l'hydrogène et l'ammoniac. En fait, en marge de cet énorme projet de sortir de l'utilisation des eaux conventionnelles, l'OCP a décidé d'acheter, faut utiliser appeler un chat, d'acheter 1 million de tonnes d'ammoniac vert à 2030-2031. Mais la condition qu'il a posée, c'est que toute la chaîne de valeur soit locale. Alors, il y en a beaucoup qui se disent, mais c'est un peu prétentieux. Alors oui, mais non, maintenant, on va faire un coup de bottom-up pour employer des expressions chères aux économistes. Qu'est-ce que ça veut dire 1 million de tonnes d'ammoniac vert? D'ammoniac. D'abord, ils veulent de l'ammoniac vert. Pourquoi? Pour produire des engrais verts qui coûtent plus cher sur le marché, qui ont une meilleure valeur ajoutée. Pour l'ammoniac vert, il faut environ 200 000 tonnes d'hydrogène vert. Or, 200 000 tonnes, on va pas faire le truc ici, ça représente environ la moitié de la production mondiale d'aujourd'hui d'hydrogène vert. Alors, quand vous avez pour un produit quelconque, quelqu'un qui vous dit qu'il est prêt à acheter la moitié de ce que le monde consomme comme hydrogène vert, vous lui faites ses volontés. Et donc, il va y avoir en local non seulement de la production
D'ammoniac vert, ça c'est sûr. D'hydrogène vert pour produire l'ammoniac vert, c'est certain aussi. Mais aussi une industrie de l'électrolyse et peut-être aussi des moyens de production d'électricité pour alimenter tout ça. Mais ça, bon, ça c'est moins sûr. Par contre, l'électrolyse, oui, c'est fort probable. Donc c'est un moyen d'industrialiser. Après, parce que tant qu'on parle de produire de l'hydrogène vert, c'est de l'électrolyse. Oui. Et le marché des électrolyseurs n'est pas si énorme que ça. Donc, la demande marocaine est substantielle à l'échelle planétaire. Par contre, dès qu'on dit qu'on on va produire ça avec des éoliennes ou avec du solaire, le marché de l'éolien et du solaire est tellement énorme que ce dont le Maroc va avoir besoin n'est pas encore à l'échelle de ce que la Chine demande, par exemple. Sur le volet relations internationales, si vous le permettez, Abdrani Youmni, avant de conclure cet épisode, on évoque un joli coup diplomatique pour le Maroc dans le contexte en plus de crise et de rivalité avec l'Algérie. Mais est-ce que le grand gagnant finalement de ce deal, c'est les Émirats en fait? Pas que, parce que je pense que le pragmatisme des Émiratis, c'est le pragmatisme des Marocains aussi. Pas que. Moi, je crois que et je pense que c'est pas, bon, il y a le coût géopolitique ou diplomatique, mais pour moi, le coût géopolitique, il n'est pas géopolitique, il est géoéconomique pour le Maroc. Nous avons un déficit de notre balance commerciale qui dépend vraiment de l'énergie. Et à chaque fois qu'il y a des turbulences sur le marché pétrolier et gazier, nous avons nos déficits, nous avons de l'inflation, nous avons du chômage, et puis nous avons de la pauvreté. Donc pour nous, il faudrait qu'on s'assure de notre souveraineté. Et c'est vrai, si on s'assure de notre souveraineté alimentaire, industrielle, on va attirer des IDE, on va aussi continuer à exporter et à garder notre relation privilégiée avec l'Union européenne qui ne dépend de nos coûts de revient et aussi de notre contrôle de notre immigration, de notre mobilité, tout ça. Oui, c'est un coût géopolitique indirectement. Il s'agit d'une externalité géopolitique qui d'abord nous préserve des aléas et de ce qui se passe. Si demain il y a encore le pétrole qui va à $150 ici, nous, on est préservé parce qu'on produit de l'énergie, de l'hydrogène vert et qu'on a un nouveau design de notre industrie énergétique, c'est très bien. Mais pour moi, il faut oublier un peu l'Algérie. Pour moi, c'est pas le problème. Le problème pour nous, c'est d'avancer, de construire un avenir industriel propre au Maroc. Nous n'avons pas pu faire la révolution industrielle. Si on peut faire la révolution énergétique mondiale et devenir et contrôler l'océan Atlantique à travers, d'abord, on n'a pas parlé aussi du projet du gazoduc du Nigeria. Donc le Maroc, il est sur une guerre énergétique, économique, qu'il gagne peu à peu. Et donc, moi, s'associer avec les Émiratis sur la construction de cela et pas sur la construction des hôtels pour attirer les touristes, pour moi, je signe. Le gazoduc Maroc-Nigéria, dont on apprend que les Émirats arabes unis vont également financer. On l'a appris il y a quelques jours. Décidément, ils sont partout, les Émiratis, Amin Bennouna. Mais c'est tout à fait. Certains disent que ça reste quand même un partenaire beaucoup plus fiable que les Chinois ou que d'autres partenaires, en tout cas, sur ce terrain-là. Non, je pense pas que les Émiratis sont plus ou moins fiables que les Chinois. Les deux sont des partenaires. Et pour le Maroc, ce qui compte, c'est faire une partie à plusieurs. Oui. Alors donc, ce que je peux vous assurer, c'est que dans pas longtemps, on va avoir quelque chose qui va être signé avec l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a aussi dans ce domaine de l'investissement dans les pays arabes, il y a une compétition qui ne dit pas son nom entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc maintenant qu'il y a eu ce consortium qui a été fait, on va pas tarder à voir quelque chose de proposé par l'Arabie Saoudite et quelques autres opérateurs pour l'investissement au Maroc. De toute façon, Aquapower va pas tarder à faire des propositions, se réveiller en ce sens. Ça, je mettrai ma main à couper que ça ne mettra pas un an à venir. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Boussala. Merci beaucoup. C'était la première fois et peut-être pas la dernière. On va sans doute renouveler l'exercice très bientôt, Amin Bennouna. Je rappelle que vous êtes docteur expert en politique énergétique. En face de vous, Abdrani Youmni, économiste engagé, spécialiste en politique publique. Merci Abdrani. Merci pour l'invitation. D'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de ce débat. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Un grand merci à la très belle équipe en coulisses qui m'accompagne pour chaque numéro. Manal Zainabi, Adam Harshawi, Iman Saïdi et Leila Blaharti. N'oubliez pas de vous abonner à telquel.ma pour suivre l'actualité nationale et internationale. Et à très vite pour un nouveau numéro de Tel Quel Talk.